conscience. Pleine conscience et attention ouverte. La définition la plus simple de la pleine conscience par opposition à la concentration, on observe le contenu de notre expérience tel qu'il émerge spontanément, plutôt que de se focaliser sur un seul objet de façon continue dans le temps. Donc il y a la même continuité d'attention à l'instant présent, mais on observe simplement ce qui émerge spontanément plutôt que de choisir un seul aspect de l'expérience. Évidemment, c'est une compétence qui est utilisée dans toutes les pratiques méditatives, même celles où on est concentré sur un seul objet. Quand tout à coup on réalise qu'on a été distrait, c'est cette capacité de pleine conscience qui nous permet de prendre conscience de la distraction qui a émergé spontanément et de s'y intéresser, de la laisser passer et de se recentrer sur la respiration. Donc c'est vraiment la compétence de base qui fonctionne en tandem, en association avec la focalisation sur un objet, pour la méditation sur la respiration par exemple. C'est aussi une compétence qui fait l'objet d'une méditation 100% focalisée sur elle, avec l'attention ouverte, où vraiment il s'agit de s'asseoir et de fermer les yeux ou pas, et d'observer ce qui émerge instant après instant. Et cette compétence de pleine conscience, c'est par excellence la baguette magique dans l'approche méditative, parce que c'est avec cette pleine conscience-là, cette capacité à observer d'une certaine manière ce qui émerge spontanément, qu'on peut transformer notre relation au réel, à notre réel, instant après instant. Par exemple, c'est la pleine conscience qui peut transformer les petites joies simples du quotidien en vrai plaisir, et on le voit très tôt dans le cours MBSR avec l'exercice du raisin, où on réalise qu'un simple raisin, si on y accorde toute notre attention, devient délicieux et intéressant et une expérience beaucoup plus riche. Et c'est un premier effet magique de la pleine conscience, c'est de pouvoir transformer l'ordinaire en quelque chose de vraiment intéressant, parce qu'on retrouve un petit peu cette qualité d'attention enfantine qu'on pouvait avoir il y a très longtemps quand on regardait une sauterelle ou quand on mangeait un raisin pour la première fois. C'est un des attraits, et un des côtés magiques de la pleine conscience. C'est cet esprit du débutant, cette redécouverte des expériences quotidiennes. C'est aussi la compétence qui permet de mettre en échec la rumination, c'est-à-dire de prendre conscience des émotions difficiles, des sensations difficiles, d'une façon qui va éviter qu'on rumine autour de leur apparition et qu'on prolonge l'inconfort qui vient avec elle. Ça, c'est ce qu'on travaille dans le cours MBSR avec l'exercice des 5 minutes en situation de stress. C'est aussi la compétence qui permet de garder une forme de lucidité face à certaines impulsions, et je pense aux petites ou aux grandes dépendances, cette envie furieuse de chocolat que vous avez à 23h30, ce qui vous permettra peut-être de la laisser monter et de la laisser redescendre, c'est aussi cette compétence de pleine conscience. Donc c'est notre petite fée clochette portative, transportable. C'est la compétence clé quand on parle de réduction du stress et donc d'augmentation du bonheur, parce que c'est toujours un peu dommage de se focaliser sur la baisse du stress alors que ça correspond à une augmentation du bonheur aussi. Et il y a une définition de la pleine conscience que j'avais mise sur mon site en 2010 et qui est toujours là, de John Kabat-Zinn, et je réalise qu'en fait je suis plus totalement d'accord avec sa définition. C'est ma nature rebelle qui a fini par s'exprimer après 10 ans. Mais je vais vous la lire. La pleine conscience consiste à être attentif, d'une manière particulière, consciemment, dans le moment présent et sans porter de jugement. Elle nous fait prendre conscience de ce que notre vie est le résultat d'une succession d'instants. S'il nous arrive trop souvent de ne pas être pleinement attentifs à ces instants, non seulement nous perdons de vue ce qui rend notre vie digne d'être vécue,
mais nous passons aussi à côté de la richesse et de la profondeur des possibilités de croissance et de transformation qu'elle nous offre. Donc j'approuve à 98%. Mais dans sa définition, il dit « La pleine conscience consiste à être attentif d'une manière particulière, consciemment, dans le moment présent et sans porter de jugement. » Alors, être attentif, bon, c'est un peu bof, c'est un peu passif, être attentif, parce qu'on est actif quand on est en pleine conscience. Mais c'est pas très important. Mais déjà, je tic. Consciemment, absolument, c'est vrai que c'est une caractéristique de la pleine conscience, c'est qu'on est conscient d'être conscient, c'est quelque chose, on est là pour le remarquer. Dans le moment présent, bien sûr, un élément super important. Ce que j'aime le moins, c'est le sans porter de jugement. Parce que, en fait, comment on fait un truc qui commence par sans? C'est comme quand on dit, alors, va parler aux enfants, mais essaie de le faire sans t'énerver. On fait comment? euh, ça me fait penser un peu à essayer de ne pas penser à un éléphant en tutu qui fait du vélo. Hein, voilà, ça marche moyennement bien. Et je pense on peut formuler de façon peut-être un peu plus pédante, mais un peu plus précise pour vraiment décrire ce qu'on fait quand on est en pleine conscience. Bienvenue à Guy. Donc, avec toute l'arrogance rebelle qui me caractérise ce matin, ma définition maison, ce serait: la pleine conscience consiste à observer, et pas juste être attentif, à observer notre expérience dans le moment présent, en découvrant sa nature impermanente et désidentifiée. Donc, on observe consciemment ce qui émerge spontanément, mais on se focalise sur le fait que ce qu'on observe est impermanent et n'est pas qui nous sommes. C'est ça la désidentification. Alors, je vais essayer de... C'est aussi pour ça que j'ai pondu cette définition, c'est parce qu'après, ça me permet d'aller dans les détails. Il y avait une question? Quelqu'un qui se posait une question? Je vous reposerai la question tout à l'heure. Dans le moment présent, être dans le moment présent, c'est vraiment ce qui permet de réapprécier les joies, les petites joies simples de la vie, hein, comme le raisin et le reste. Et je réalise que j'appelle souvent cet aspect de la pleine conscience pour apprécier par exemple le simple fait d'être en forêt. Quand le week-end dernier, j'ai fait une longue balade à vélo, que je me retrouve tout à coup au milieu d'une forêt avec le bruit qui est différent, le chant des oiseaux, le silence, l'absence de bruit de route, toutes ces choses-là, le simple fait d'apprécier ce que c'est que cette expérience d'être en forêt rend l'expérience agréable. Alors que si je pensais à ce que j'allais faire plus tard, en l'occurrence aller chez mes parents, ben je ne profiterai pas de cette forêt et de ce qu'elle apporte comme stimulation des sens. Donc cet ancrage dans le moment présent, c'est en soi parfois quelque chose qui peut être peut-être pas thérapeutique, mais en tout cas qui peut nous faire beaucoup de bien. Comme l'argenterie qui est noircie et puis qu'on nettoie, qui se remet à briller, on peut réapprécier beaucoup de choses euh, en étant dans l'instant présent et en se focalisant sur ce qui est là. Après, il y a cette question d'impermanence, de découvrir la nature impermanente de l'expérience. L'impermanence, c'est ce qui est tellement magnifiquement résumé par la phrase « ça aussi, ça va passer ». Cette phrase mantra, cette phrase qui est une instruction de méditation en elle-même. Les pensées apparaissent, puis disparaissent, les sensations, les émotions aussi. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais je trouve que l'information de l'impermanence de l'expérience, c'est-à-dire simplement cette phrase « ça aussi, ça va passer », pour des petites bouffées d'angoisse, pour des petits moments de tension ou de colère, le simple fait de se rappeler, sans même utiliser toute notre panoplie de pleine conscience, mais le simple fait de se dire « Ah, ok,
cette vague d'anxiété aussi, elle va passer. Et en fait, je sais qu'elle va passer parce que c'est une règle pratiquement physique. C'est la réalité des émotions, c'est la réalité des sensations. Donc, j'ai pas besoin de me battre contre elle pour qu'elle disparaisse. Je sais qu'elle va passer. Et ce simple rappel peut nous redonner de la stabilité quand on est face à une vague émotionnelle désagréable ou à une sensation douloureuse. Ou à cette envie de chocolat à 23h30. Ah, pour les envies que vous jugez à problème, hein, c'est peut-être pas le cas du chocolat. Euh, la phrase ça aussi ça va passer, elle est pas mal. Je vous recommande de l'essayer. Si vous vous retrouvez debout dans votre cuisine avec le pot de Nutella dans une main, euh, le couteau à découper la tresse dans l'autre, euh, vous pouvez vous dire ça aussi ça va passer et sentir peut-être donner un peu l'espace nécessaire pour que l'envie euh, de tartines de tresse au Nutella passe. Euh, et comment est-ce qu'on fait pour rendre cette impermanence présente? Parce que ça va pas de soi qu'on va se rendre compte de l'impermanence de ce qu'on est en train de vivre. Alors, truc numéro 1, on observe, on observe les données sensorielles pures. On n'observe pas notre interprétation de ces données-là. Ce que je veux dire par là, pour prendre un bon exemple euh, avec une douleur, si on a mal et que cette douleur devient problématique pour nous, on ne se retrouve plus en relation avec les données sensorielles, les données des sensations elles-mêmes. On a affaire à une douleur qui ne partira peut-être jamais et qui est vraiment insupportable. Et quand on a affaire à ça, il n'y a pas d'impermanence. Une douleur qui ne partira peut-être jamais, si on l'a construite comme ça, elle n'est pas impermanente, c'est vrai. Donc pour retrouver l'impermanence de cette douleur qui ne partira peut-être jamais, il faut revenir à ce qui la constitue exactement. C'est quoi comme sensation? C'est où? Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui brûle au niveau du genou gauche? Ça a quelle étendue? Et quand on commence à se focaliser sur le détail de ce que c'est exactement que cette douleur qui ne partira peut-être jamais, tout à coup, on réalise qu'on peut se saisir de la douleur d'une façon qui nous permet de réaliser qu'elle est impermanente. Pourquoi est-ce qu'on réalise qu'elle est impermanente? Et ça, c'est le truc numéro 2. Parce qu'on se focalise sur ce qui change. On se focalise sur en quoi elle change. On ne peut pas vraiment se focaliser sur le fait qu'elle va passer, c'est pas c'est pas un truc qu'on peut observer. Mais on observe que ça change, et c'est vrai que ça change. Si on commence à observer la sensation dans le genou, instant après instant, au rythme de nos respirations, ben on réalise que par moment elle est un petit peu plus intense, par moment elle change dans son étendue, elle change dans euh, sa qualité, et du coup, on réalise qu'elle change, et parce qu'on réalise qu'elle change, on finira par réaliser qu'elle passe. Mais on commence par se saisir de la sensation elle-même et pas de notre interprétation. Ensuite, on observe instant après instant ce qui change, parce que forcément que ça va changer. Et là, on a accès à cette impermanence en faisant ça. Il y a un truc supplémentaire pour les émotions, c'est que, et pour les pensées à problème, mais généralement, si elles sont un problème, c'est que c'est une émotion, c'est cette habitude de se focaliser sur la sensation quand on a une émotion intense. Parce que c'est très difficile de révéler l'impermanence d'une émotion si on se focalise sur le contenu de nos pensées. On aura tendance déjà à avoir accès à quelque chose de très interprété, de très construit. Alors que si on se dit, OK, cette anxiété, je la sens où dans le corps, là, paf, on peut se saisir de quelque chose qui va changer et donc qui va passer. Si on en reste au flot de nos pensées, on n'arrivera pas à le faire, ou on aura beaucoup plus de difficultés à le faire. Donc, observer les données des sens directement plutôt que notre interprétation, observer comment ça change pour réaliser que ça finira par passer, et pour les émotions, se focaliser essentiellement sur les sensations plutôt que sur les pensées. Ça, c'est pour révéler l'impermanence. Pour découvrir la nature désidentifiée de ce qu'on vit, bon là, déjà pour préciser ce que c'est que de révéler
la désidentification de ce qu'on vit, c'est en fait assez simple. J'aime beaucoup mes mêmes vieux exemples, donc je vous en redonne deux. Cet enseignant de méditation très expérimenté, coincé dans une gare routière en Inde par une chaleur étouffante, à qui ses jeunes disciples demandent si tout va bien, et qui répond: il y a de la chaleur ici, mais je n'ai pas chaud. Il y a de l'impatience ici, mais je ne suis pas impatient, etc. C'est simplement cette capacité à observer une émotion, une sensation, une pensée, sans s'identifier à ce qu'on observe, en se faisant l'observateur de quelque chose qui n'est pas qui nous sommes. C'est ce qu'il a fait simplement avec cette phrase. Il y a aussi cet exemple que j'aime peut-être encore plus de la petite fille gravement atteinte d'une maladie cardiaque à laquelle on demandait avec cette inquiétude adulte, bien intentionnée, mais comment ça va? Et qui répond: mais moi ça va très bien, c'est mon cœur qui ne va pas. Et c'est exactement cette même capacité à se désidentifier. Il y a ce truc, une maladie cardiaque très grave, et il y a elle, et ce sont deux choses différentes. Et elle l'affirme à l'adulte qui n'a pas compris comment ça marchait la désidentification. Et c'est vrai pour nous. Nous, ça va très bien. Il y a juste cette émotion anxieuse qui est montée et qui va passer. Il y a juste cette colère qui est présente en ce moment, mais qui va passer. Mais moi, ça va très bien, en fait. Euh, je ne suis pas mes émotions. Et je ne suis pas non plus ma douleur dans le genou, ma douleur... Alors, ça paraît simpliste de le dire comme ça. Et il y a un côté yaka. Évidemment que c'est pas simple, ce travail de désidentification. Mais c'est la seule direction qu'on puisse prendre pour ne pas être submergé par quelque chose de difficile à quoi on finit par s'assimiler, à quoi on finit par s'identifier. Dans la philosophie bouddhiste, il y a une très jolie phrase qui résume très bien cette idée. Rien ne doit être considéré comme étant moi, mon ou mien. Voilà, simplement. Et si on arrive à ne rien considérer comme étant moi ou mon, ma douleur, ou moi, une personne qui a une douleur, on se retrouve dans un endroit où on éprouve une certaine sécurité face à ce qui nous arrive. C'est aussi le conseil donné par le Bouddha à cet ermite qui voulait atteindre l'éveil de façon accélérée. Dans ce qui est vu, il n'y a que ce qui est vu. Dans ce qui est entendu, il n'y a que ce qui est entendu. Dans ce qui est senti, il n'y a que ce qui est senti. Cette capacité à justement en revenir toujours au pur donner des sens, simplement la sensation, et pas ce qu'on en fait quand on se l'approprie, quand on la fait mienne, ou quand on devient pratiquement en fait cette sensation. Ça correspond aussi à cette idée que j'ai jamais aimée de lâcher prise. Et là, je commence à l'aimer un peu plus si je l'assimile à la désidentification. Je l'aimais pas trop parce que c'est un peu le truc qu'on dit aux gens. Quand quelqu'un a vécu une expérience difficile, a vécu un burn-out au travail, qu'on dit, tu sais, il fallait juste que tu lâches prise. C'était il y a 6 mois maintenant, lâche prise. Quand quelqu'un a une relation qui se termine, mais là maintenant, ça fait 3 mois que Gérald et toi, vous êtes séparés, lâche prise. C'est super énervant quand on l'entend au mauvais moment. Et un enseignant de méditation avait fait une comparaison, avait donné une image pour le lâcher prise, qui m'avait aussi fait rire parce que je trouvais aussi que c'était un raccourci un peu rapide, mais maintenant je l'aime bien quand même en fait. Qui avait dit, vous voyez ce bol, il est lourd à porter. Et maintenant, il n'est plus lourd à porter. Pourquoi? Parce que j'ai lâché prise. Mais en fait, c'est pas si bête dans l'optique de la désidentification, parce que c'est ce qu'on fait quand
heu, quand on pense qu'une émotion ou qu'une sensation fait partie de nous et nous définit, hem, c'est vrai qu'on la tient comme ça et quand, peut-être qu'on la lâche pas, mais quand on en fait quelque chose, «Ah, voilà, cette douleur, en fait, c'est une certaine sensation à un certain endroit, elle est pas là, heu, elle est là, je peux l'observer». Il y a une distance de sécurité entre elle et moi, à partir du moment, où je l'observe, heu, comme un objet et donc je peux m'en désidentifier et le lâcher prise, c'est un peu ça, finalement. C'est cette désidentification. En tout cas, c'est une façon de voir le lâcher prise qui me le rend un peu plus acceptable. L'identification, c'est le point de départ de pratiquement toutes les ruminations. Heu, Souvent, ça va aussi avec la perte de la conscience de l'impermanence. Donc, quand vous avez une petite douleur, dans la méditation, il y a un moment où vous ne la voyez plus comme quelque chose qui change et qui passe. Vous la solidifiez parce qu'elle devient vraiment désagréable et il y a cette réaction qui vous fait la figer comme ce truc désagréable qui est là maintenant et qui est plus du tout, fluide. Et quand on perd la conscience de l'impermanence, souvent en même temps, on commence à avoir des questionnements comme, alors il y a d'abord, quand est-ce que ça va partir? Ça, c'est la perte de conscience de l'impermanence. Et puis après, il y a d'autres questions comme: «Mais qu'est-ce qui cloche? Est-ce que j'ai une vulnérabilité dans ce genou? Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait s'aggraver?» On commence à devenir une personne blessée. Donc c'est notre identité qui commence à changer. Une fois qu'on a commencé par perdre la conscience de l'impermanence des sensations et après on perd la conscience de leur désidentification parce que c'est nous qui devenons une personne blessée, notre identité tout à coup se transforme. Et c'est là que les ruminations s'emballent en fait. C'est quand on a perdu de vue, on a perdu le contact avec ces 2 choses, avec l'impermanence et avec la désidentification. C'est peut-être encore pire pour les émotions, parce que pour les émotions, très vite, d'abord on se dit: «Quand est-ce que j'arrêterai de sentir cette anxiété?» Ça, c'est la perte de l'impermanence, et après vient très vite le: «Mais pourquoi je suis toujours anxieux? Mais depuis l'enfance, je suis comme ça» et toutes ces ruminations autour de la personne qu'on est et qui est une personne anxieuse. Il y a pas de limite, dans le développement de cette compétence de pleine conscience, cette capacité à être dans l'instant présent, à révéler l'impermanence, à révéler la désidentification. On sait que les méditants les plus compétents finissent par, grâce à cette compétence-là, développer une immense sécurité, face à tout ce que la vie peut leur envoyer, comme émotion, comme sensation, comme événement difficile. Hem Une sécurité et aussi une liberté de ne pas être, dépendant pour son bonheur de la chance qu'on a ou qu'on n'a pas, de recevoir des émotions, des pensées, des sensations plaisantes ou déplaisantes. C'est vraiment cette autonomie, cette capacité à cultiver un bonheur qui soit presque, si on est très fort, presque totalement indépendant des circonstances, hein. Quelles que soient les circonstances, si on ne perd jamais de vue cette impermanence et cette désidentification, hem, on peut rester bien, on peut garder un état de bien-être, pas forcément de joie extatique quand on vit quelque chose d'abominable, mais une forme de sécurité, une forme de stabilité et de bien-être. Et j'aimerais citer, une nonne, thaïlandaise qui, dans sa tradition, a été reconnue comme ayant atteint tout ce qu'on pouvait atteindre, donc en tout cas, elle a une street cred, elle a une grande crédibilité dans le milieu, bouddhiste. Un extrait de cette citation que j'aime bien, elle s'appelle Mae Chi Kyu. Elle décrit ce que c'est que d'être elle. Absolument tout est reconnu. Le corps, le ressenti, la mémoire, la pensée, la conscience, les sons, les images, les odeurs, les goûts, les sensations, les émotions, la colère, l'avidité, la confusion, tous sont reconnus. Je les reconnais tous
tels qu'ils existent à leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils sont constamment changeants. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Et il y a tout dans cette citation, parce que elle parle d'observer les choses à leur état naturel. C'est bien cette idée de données sensorielles brutes, hein, d'observer la sensation derrière la douleur plutôt que la douleur qu'on a construite. Elle parle d'apparition et de disparition, d'impermanence, et elle parle aussi d'être constamment changeant. Donc il y a cette notion du changement qui est attachée à l'impermanence. Quand on perçoit le changement, on perçoit forcément l'impermanence aussi. Et la présence qu'il reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. C'est pas très loin de ce que dit la petite fille quand elle dit « moi ça va très bien ». C'est mon cœur qui est malade. La présence qui observe, elle n'est pas affectée par ce qu'elle observe. En tout cas, chez cette personne-là, qui est une championne olympique de méditation. Alors, on va évidemment entraîner un peu cette compétence de pleine conscience en faisant de l'attention ouverte, mais avant qu'on le fasse, je voulais quand même laisser de l'espace pour des questions sur ce que je viens de dire, s'il y en a. Alors, on bosse? Ça vous va? Il y a encore? Ok. Alors, je vais vous muetiser. Et du coup aussi vous donner quelques indications sur ce qu'on va faire. Donc juste un petit peu de méditation sur la respiration pour rétablir un peu de continuité dans l'attention. Ensuite, une ouverture aux différents sens, petit à petit, s'intéresser à chaque sens séparément. Et je vous propose vraiment, quand on fait ça, d'avoir beaucoup de curiosité pour ce que c'est que ce sens-là, pour que vous le reconnaissiez aussi d'autant mieux quand vous êtes dans cette complète attention ouverte, spontanée, où vous laissez les choses émerger. Ah, quand je regarde, quand je suis en train de regarder quelque chose, même les yeux fermés, c'est ça. Quand j'écoute, c'est ça. Quand je pense, et je vous donnerai peut-être même des idées si les pensées ne viennent pas, c'est ça qui se passe. Pour que, à force de reconnaître ce qui se passe, quand ce sens-là se manifeste, ça devient de plus en plus simple pour vous de le reconnaître quand vous êtes en attention ouverte. On va aussi avoir recours à la note mentale et à un moment, je vous demanderai ce qui est présent maintenant. Je vous propose d'utiliser 6 possibilités de note mentale, simplement une par sens, puisqu'en méditation, on a 6 sens. Son, sensation, image, odeur, goût et pensée. On peut même ajouter émotion si pour vous c'est autre chose qu'une pensée avec une sensation. Donc simplement 6 ou 7 mots. Vous n'avez pas besoin de plus de mots. Vous pouvez, si vous voulez aller plus dans le détail. Et quand une pensée apparaît, vous dites intérieurement pensée. Et quand un son apparaît, vous dites intérieurement son. Et vous regardez combien de temps le son reste là et après combien de millisecondes ou de secondes il est remplacé par une pensée ou par une sensation, etc. Et quand je vous demanderai qu'est-ce qui est présent maintenant, j'aimerais vous proposer quelque chose. C'est la magie du zoom. C'est que vous parliez à haute voix, parce que je ne vous entendrai pas et personne ne vous entendra. Donc, vous pouvez dire sensation à haute voix et comme ça assure aussi qu'à ce moment précis, vous soyez dans l'observation en attention ouverte de ce qui émerge. Vous n'êtes pas obligé, je ne vérifierai pas si les lèvres bougent quand je pose la question, mais c'est une proposition avec laquelle vous pouvez expérimenter. Ok, alors.
dans une position assise qui exprime ce mélange de détente et de dignité. C'est-à-dire que le corps est détendu et en même temps, on n'est pas en train de se cacher les épaules, la position du dos. Il y a quelque chose d'aligné, de digne, qui exprime de la lucidité aussi. Laissant le corps se relâcher, l'espace de 2 ou 3 expirations, en prenant conscience du contact avec le sol, en prenant conscience du contact avec le coussin, le banc, la chaise, en laissant la sensation de la respiration se révéler, être présente. Quelle sensation, à quel endroit, de quelle manière est-ce que la respiration est présente pour vous? Et faisant de chaque respiration un moment de pleine conscience, un moment de stabilité, laissant l'attention se stabiliser dans l'observation de la respiration, respiration après respiration.
en laissant votre attention s'étendre pour prendre conscience de toutes les sensations. Simplement accueillir, observer les sensations qui émergent dans votre expérience, instant après instant. Une attitude de réceptivité. Quelles sont les sensations présentes à cet instant et l'instant d'après? La respiration, les sensations à la surface de la peau, les sensations liées à la présence des muscles. Observant, prenant conscience, instant après instant, des sensations qui apparaissent, qui changent, qui disparaissent, qui se renouvellent. Une attitude curieuse qui se renouvelle à chaque instant pour le paysage des sensations. Et en prenant conscience de ce que c'est que les sensations au centre de l'expérience. En prenant maintenant conscience des sons, le paysage sonore, le silence, les bruits proches, lointains, légers, intenses, simplement en écoutant, en accueillant, instant après instant, les sons qui apparaissent, qui passent.
et en appréciant ce que c'est qu'un son qui occupe l'espace central de l'attention. Que ce soit un son proche, lointain, intérieur au corps, extérieur. Qu'est-ce que c'est que d'être en train d'écouter? Et en prenant maintenant conscience de ce que voient vos yeux fermés, le sens de la vue, parfois de l'obscurité, peut-être des jeux de lumière ou de forme, regardant instant après instant ce qui change dans ce que vous voyez les yeux fermés. Et en appréciant ce que c'est que d'avoir des images au centre de l'attention. Qu'est-ce que c'est que d'être en train de regarder? Quelques instants pour apprécier l'absence ou la présence d'odeur, l'absence ou la présence de goût, et en prenant conscience maintenant de l'absence ou de la présence de pensée. Et s'il n'y a pas de pensée, observons ce que c'est que l'absence de pensée. Comment une pensée apparaît, à quelle vitesse elle disparaît, est-ce qu'elle est remplacée par aucune pensée, par une autre pensée? Aussi bien les pensées qui sont des images mentales que les pensées qui sont les paroles intérieures, aussi bien les pensées qui vous éloignent de la méditation que les pensées qui parlent de la méditation. Instant après instant, observant les pensées.
Et prenons conscience de la tonalité émotionnelle, si elle est neutre, si elle est plutôt agréable ou plutôt désagréable, et les sensations associées, s'il y en a. Comment est la tonalité émotionnelle? Et une ouverture, une disponibilité pour votre expérience telle qu'elle se manifeste instant après instant. Simplement accueillir, observer avec une grande curiosité, sons, sensations, images, odeurs, goûts, pensées, émotions, nommant ce qui apparaît quand vous réalisez que c'est apparu. Pensée pour une pensée, son, sensation, etc. Nommant intérieurement, pleine conscience de chaque instant, de tout ce qui apparaît, tout ce qui change, tout ce qui passe. En nommant, à haute voix ou non, ce qui est présent maintenant. Vous pouvez nommer les pensées même après coup. Si vous ne l'avez pas perçue tout de suite, vous pouvez la nommer ensuite, quand vous réalisez qu'elle était présente. Nommant instant après instant son, sensation, pensée, image, son, ce qui est présent, instant après instant, le reconnaissant, le nommant. Et maintenant, qu'est-ce qui est présent?
Et maintenant, et maintenant, et maintenant, en observant aussi comment votre expérience passera d'un son à une sensation, d'une sensation à une pensée, prenant conscience des transitions d'un sens à un autre quand elles se produisent. En nommant ce qui est présent maintenant. Et une suggestion pour quelques instants, appréciant que le déroulement de votre expérience est changeant, impermanent et qu'il n'est pas qui vous êtes. Vos pensées ne sont pas qui vous êtes, vos émotions ne sont pas qui vous êtes, vos sensations ne sont pas qui vous êtes et pourtant vous êtes là. Une observation, commentaire, remarque, cri de rage, question. Ok. Tout va bien? Ça fait pas trop mal de se désidentifier. C'est pas une procédure trop douloureuse.
Hem, Comme pour d'autres méditations, même quand on n'aime pas ça, même si c'est pour y renoncer ensuite, je peux que vous recommander de passer par des moments où vous utilisez beaucoup la note mentale. Et si vous vous retrouvez à dire, pensée, son, sensation, image, pensée, pensée, sensation, et que ça vous paraît par moments pas spécialement relaxant, c'est compréhensible, mais ça peut être une phase très utile pour juste établir cette continuité et cette capacité que vous avez à reconnaître tout ce qui vient. Et après, vous laissez tomber et vous revenez à simplement une observation silencieuse de ce qui émerge, mais en ayant fait l'expérience de cette sécurité, d'être bien installé dans cette observation grâce à une utilisation peut-être un peu frénétique de la note mentale. C'est pas grave, c'est facile de la laisser tomber par la suite. C'est la même chose pour la respiration. Et pour les pensées, ça c'est aussi un point technique vraiment important de les nommer même après coup. Parce qu'évidemment, souvent, on va nommer, tiens, sensation, ah, son. Et puis la pensée, elle a le don de nous faire perdre notre pleine conscience. Donc, on aura la pensée, mais on la nommera pas au moment où elle apparaît, comme on avait pu le faire pour le son et comme on avait pu le faire pour la sensation. Mais c'est important de le faire après coup. C'est aussi une façon d'affirmer qu'on l'a quand même observée. C'est pas qu'elle nous a fait perdre tous nos moyens. On a eu une pensée et au lieu de l'observer pendant qu'elle apparaissait, on l'a observée quand on a réalisé qu'elle était apparue et qu'elle était en train de partir. Mais on l'a quand même fait. Et ça renforce notre capacité à observer les pensées comme le reste et pas comme quelque chose de différent qui ferait vraiment partie de notre identité. C'est toujours difficile, j'espère que mes réponses à vos questions auraient été satisfaisantes. C'est compliqué dans ce genre d'exercice parce que je veux pas. Idéalement, il faudrait que ce soit plus une conversation et moins un cours professoral. Mais en même temps, si ça devient une conversation, c'est encore plus long. Et déjà que mes réponses sont longues à la base. Je ne vais pas les prolonger davantage, mais je voulais juste faire un retour sur la question de, de Pascal tout à l'heure. Peut-être aussi un petit peu en lien avec celle d'Elena. Dans la, dans la citation de Mae Chikyu, la citation se termine par « Mais la présence qui reconnaît », je relis la fin, « Ils apparaissent, ils disparaissent, ils sont constamment changeants. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. » Et cette idée d'observer l'observateur, elle peut avoir plusieurs significations suivant le contexte, mais j'aimerais quand même, par pur perfectionnisme obsessionnel, préciser que dans les traditions bouddhistes, c'est aussi une instruction qu'on donne, mais qui concerne vraiment les moments où les méditants sont très avancés dans leur pratique et où en fait ils sont dans cette pure observation de ce qui émerge. Et il y a très peu de moi qui restent dans ce qu'ils font. Et là, on peut leur donner l'instruction de retourner leur attention vers ce qu'il reste, vers la présence qui observe, enfin, vers cette qualité de présence. Et là, il s'agit vraiment de découvrir la nature transcendante de ce qui est en chaque personne, mais qui transcende son identité dans cette vie-là, dans leur conception des choses. Donc c'est aussi cette idée de se retourner vers la présence qui observe, c'est aussi une, un conseil qu'on peut donner dans un contexte plus spirituel, dans cette optique de reconnaître la nature transcendante de chaque être humain. Et dans ce cas-là, c'est encore une autre pratique. Et voilà, ce n'était pas forcément très pertinent pour notre pratique de pleine conscience, mais je voulais juste être précis là-dessus, que c'est pour ça qu'ils continuent de parler de présence, ces gens qui pourtant disent qu'il n'y a pas de soi, qu'il n'y a pas de moi. Et ils parlent d'une présence, et Mae Chikyu parle d'une présence parce qu'il y a une présence qui est transcendante à notre identité propre, dans leur compréhension des choses. Voilà, je suis à disposition pour des questions, des commentaires par mail. Il n'y aura plus, c'était le dernier atelier d'été. Par contre, il y aura encore des méditations, des moments de pure méditation guidée. Il y en a quelques-uns pendant l'été. Je sais que
ce serait intéressant de voir des gens autour d'une piscine, si on nous laisse si on nous laisse partir, qui font leur méditation et pendant tout l'été aussi, puisque pour moi, ça va pas changer beaucoup ma vie matinale. Les méditations du mardi matin très tôt et du mercredi matin très tôt sont maintenues aussi si vous êtes cliente ou client pour ces horaires. Je vous souhaite un bel été, et à une prochaine fois. Merci beaucoup.